Bienvenue dans notre exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet essentiel, la gestion des relations avec les partenaires. Une source le dit bien, il faut agir en confiance. Vaste programme. Absolument. Et c'est un défi complexe. On va essayer de décortiquer ensemble ce qui fait qu'une collaboration marche vraiment, qu'elle est productive. On a pas mal de matière d'ailleurs. Oui, des expériences très différentes, des bailleurs sociaux, leurs liens avec la police ou les villes, des ONG et même des guides plus théoriques. C'est ça. L'idée, c'est vraiment d'extraire le meilleur de tout ça pour comprendre comment construire et maintenir des relations solides. Alors allons-y. Pour commencer, peut-être la base, hein. Qu'est-ce qui fait qu'on parle de partenariat et pas juste d'une simple relation? Bonne question. Ce qui ressort, en fait, c'est un accord sur des fondamentaux. La coopération, oui, mais aussi une vision commune, le respect mutuel, la confiance, ça revient tout le temps, la transparence, la réciprocité. C'est bien plus qu'un échange ponctuel. D'accord. Donc, c'est pas la même chose que d'être, disons, dans un réseau ou d'avoir un sous-traitant. Non, précisément. Le réseau, c'est un peu comme une toile d'acteurs qu'on peut solliciter, quoi. Le partenariat, lui, demande une vraie collaboration, un investissement en temps pour travailler avec l'autre. La sous-traitance, souvent, il y a moins d'autonomie, moins de participation aux décisions. Je vois. Et il y a même des partenariats qu'on appelle contraints, forcés par le système en quelque sorte, avec l'éducation nationale par exemple, ou les MDPH. Le cadre est posé d'avance. Intéressant ça. Mais alors, pourquoi se lancer là-dedans, si c'est si complexe à gérer? Quelles sont les motivations? Ah, les raisons sont multiples. Souvent, c'est pour faire des choses qu'on ne pourrait pas faire seul, hein. Combiner des compétences, par exemple, répondre à des défis importants comme la sécurité dans les HLM ou l'isolement des personnes âgées. Donc une logique d'efficacité et d'impact. Oui, et aussi, parfois, c'est pour obtenir des financements ou gagner en légitimité. Et puis, il faut le dire, c'est souvent poussé par les politiques publiques. D'accord. Et du coup, on parle de quel type de partenaire concrètement? Oh là là, le spectre est large. On a bien sûr les acteurs publics, l'État, les collectivités, la préfecture, mais aussi les entreprises, que ce soit les clients, les fournisseurs, même les banques, Le secteur privé aussi donc. bien sûr. Et puis évidemment le monde associatif, les ONG, sans oublier les partenaires sociaux, une spécificité française, les syndicats, le patronat. Et de plus en plus, c'est une tendance forte, les bénéficiaires eux-mêmes, les locataires dans le logement social par exemple, qui deviennent des acteurs de la relation. C'est passionnant ça. Bon, alors, on arrive au cœur du sujet. Comment on fait pour que ça marche? Pour que la collaboration soit réussie? Les clés du succès, en somme. Alors, plusieurs points cruciaux émergent. D'abord, définir une stratégie claire. Savoir pourquoi on s'associe et bien choisir son partenaire. Est-ce qu'on partage la vision? Est-ce qu'il est légitime? A-t-il les capacités? Logique. Ensuite, la négociation et la co-construction. C'est central. Il faut prendre le temps de définir ensemble et clarifier les rôles, les responsabilités de chacun. Ça évite bien des problèmes par la suite. Un peu comme dans cet exemple de gestion de crise où l'adaptabilité était la clé, c'est ça. Savoir réagir ensemble face à l'imprévu. Exactement. La flexibilité, la tolérance, c'est essentiel. Tout ne peut pas être prévu. La transparence aussi est souvent citée, même si, bon, son degré peut varier. Et une communication fluide, bien sûr. Et des outils peuvent aider? Oui, parfois. Des observatoires pour partager des données, par exemple. Ou des rôles spécifiques, comme des références sûreté ou des facilitateurs d'innovation. Et puis, souvent, on recommande de formaliser les choses par un contrat, une convention. Ça cadre. D'accord. Mais il y a sûrement des risques, hein, des pièges à éviter dans cette gestion. On peut perdre son indépendance, ou que ça reste juste de la façade. Ah oui, ce sont des risques bien réels. La perte d'autonomie, surtout face aux financeurs ou à l'État, ça revient souvent. Le déséquilibre des pouvoirs aussi, c'est fréquent. Un partenaire domine l'autre. Hmm. Il y a même un concept de partenariat symbolique, où en fait il n'y a pas de vraie collaboration derrière l'étiquette. Et puis la complexité locale peut tout compliquer, ou le désengagement d'un acteur clé. C'est un équilibre fragile, oui. Donc, au final, on retient quoi? Gérer des partenariats efficaces, c'est un vrai savoir-faire, un ajustement permanent. Tout à fait. C'est naviguer entre des objectifs partagés et la défense de ses propres intérêts, de son identité. C'est trouver le bon mix entre une structure claire et la souplesse nécessaire dans la relation.
La qualité du lien humain, de la confiance, semble vraiment primordiale. Et pour aller plus loin, une question qui me vient. Et si le vrai succès d'un partenariat, ça ne se mesurait pas seulement aux résultats concrets? Si c'était aussi, comme le suggère un peu la théorie des parties prenantes, la capacité des partenaires à évoluer ensemble, à se transformer mutuellement au fil du temps. Qu'en pensez-vous? C'est une excellente question pour conclure. Ça ouvre une perspective différente sur la valeur réelle de ces collaborations. De quoi réfléchir.